Merci de suivre l'ORTM, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité. Questions d'actualité qui portent donc sur notre armée nationale. Ce lundi 20 janvier 2025, l'armée malienne a eu 64 ans. Nous sommes au ministère de la Défense et des anciens combattants qui nous a donc ouvert ses portes pour l'occasion, source de fierté pour les Maliens aujourd'hui, surtout après la restauration de l'image d'un Mali indivisible. Kidal a été récupéré, l'armée qui se met au diapason de la refondation à travers les réformes du secteur de la sécurité et bien d'autres programmes. Acquisition d'équipements de dernière génération pour faire face à l'ennemi, pour plus de résultats sur le terrain. Et sur le plan sécuritaire, de nouveaux partenariats se sont développés. Notre armée évolue désormais dans une coopération sécuritaire avec les États du Sahel, le Burkina Faso et le Niger. L'armée malienne, 64 ans après, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les défis? Quels sont les projets en termes de perspective? Nous allons le savoir tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit du général de division Oumar Diarra. Il est le chef d'état-major général des armées. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Du général de division à la retraite, Gabriel Poudjougou, ancien chef d'état-major général des armées. Bonsoir, mon général. Bonsoir. De Daouda Nama Tekete, il est journaliste de l'ORTM à la retraite, écrivain. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier sur nos forces armées. Bonsoir. Bonsoir. Du docteur Fodé Moussa Sidibé, sociologue, il est professeur d'enseignement supérieur, chercheur et membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Bonsoir, professeur Sidibé. Bonsoir, Sira. Bienvenue sur ce plateau et merci au charmant public qui nous accompagne ici, essentiellement composé de nos forces armées et de défense. Quand on vous voit, on est rassuré. Merci de votre présence. Le premier axe de ce débat porte sur l'historique de l'armée malienne, créée le 1er octobre 1960, mais c'est la date du 20 janvier 1961 qui a été retenue comme date officielle de création de l'armée malienne. À l'époque, le président Modibo Keïta disait aux colonisateurs qu'on est bien défendu que par soi-même. Notre volonté d'être maître chez nous a amené à faire évacuer les bases françaises, une posture souverainiste qui a marqué les esprits. Elle est plus que jamais d'actualité. Général Diarra, sommes-nous dans la même dynamique? Comment se porte notre outil de défense aujourd'hui? Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne fête de l'armée et une bonne année 2025 à tous les membres des forces armées de sécurité et paramilitaires. Je formule le vœu à ce que toutes les activités que nous allons mener courant 2025 soient couronnées de succès. Et je prie aussi que Dieu fortifie nos familles, nous-mêmes, nos familles, les forces armées maliennes et puis la nation malienne. Donc pour revenir à la question, je dirais que les forces armées maliennes aujourd'hui sont dans les dispositions de la mise en œuvre de la vision de l'état-major général des armées. Il s'agit des forces armées maliennes, sécurité et paramilitaires, qui assurent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, et la cohésion sociale, l'unité nationale et la défense de la souveraineté de l'État malien. Donc des forces d'action qui sont fières vraiment de leurs prédécesseurs, qui assument les responsabilités actuelles, qui se projettent aujourd'hui vraiment dans une modernisation et dans l'avenir. Il s'agit pour nous de disposer des forces armées maliennes qui sont en mesure de défendre de façon autonome le territoire national. Notre raison d'être, c'est de faire la guerre ou la paix quand nous sommes sollicités. Et quel est le moral des troupes? Donc maintenant, actuellement, les forces armées maliennes assurent avec engagement, dévouement, enthousiasme et toute confiance les missions régaliennes de défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Et on voit aujourd'hui l'exécution de ces missions se caractérise aujourd'hui par de vastes opérations de sécurisation et de stabilisation de l'ensemble du territoire national, que ce soit des opérations terrestres ou bien des opérations aériennes ou bien des opérations spéciales qui font aujourd'hui des résultats. On a vu la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et ce qui est vraiment réconfortant pour nous, les impacts que ces opérations ont sur la refondation de l'État, comme j'ai dit. On a vu le retour de l'administration sur une grande partie du territoire national
et le retour de certaines populations déplacées. Nous menons à bien, avec un grand moral, vraiment les missions qui nous ont été confiées. Vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de terroristes ont été neutralisés, nous l'avons constaté avec vous. Et quel est le bilan à ce niveau aujourd'hui? Le bilan est que nous conduisons nos opérations conformément aux renseignements que nous avons. Et aujourd'hui, le bilan, je peux dire que le bilan est satisfaisant aujourd'hui. Parce que nous pouvons opérer sur n'importe quelle partie du territoire national aujourd'hui, que ce soit en terrestre ou bien en aérien. Et aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui le déploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire, moi je pense qu'on peut dire que vraiment le bilan est positif. Parce que quand on voit, nous venons de loin, et toutes ces actions qui ont été menées aujourd'hui, les 4 dernières années, aujourd'hui, moi je dirais que vraiment le bilan est satisfaisant. Mais il y a beaucoup de défis qui restent à relever. Alors, beaucoup de défis à relever. Le terrorisme, c'est une guerre qui a plusieurs visages. On a l'impression que les terroristes ne finissent jamais. On les tue. On a l'impression que d'autres groupes se créent. Et comment se explique-t-il? Oui, la lutte contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Il faut comprendre. Comme j'ai dit, nous venons de très loin. Vous voyez, le gars, il est en tenue civile, il a un bâton. 5 minutes après, vous le voyez en arme. Donc, l'asymétrie, ce qui rend vraiment cette guerre très, très difficile, c'est l'asymétrie. Parce que souvent, on ne sait pas qui est qui. Et le terroriste, il a plusieurs facettes. Et il opère vraiment dans l'anonymat. Donc, la vigilance est vraiment de mise. Donc, sinon, aujourd'hui, je peux affirmer que les groupes armés terroristes ont une très grande attrition. Et quand vous voyez le mode d'action aujourd'hui, souvent, ils s'attaquent des populations. Ça veut dire que vraiment, ils sont en très mauvaise posture. Et je peux déjà rassurer que nous allons continuer ces opérations de recherche et de destruction des groupes armés terroristes. D'accord. Alors, mon général Poudjougou, vous étiez là il y a des années. Ce n'est pas forcément le même cas aujourd'hui. En 1961, les réalités n'étaient pas les mêmes. Le Mali n'était pas encore sous le joug des terroristes. Dites-nous, c'était comment en 1961? Vous savez que notre armée est née vers la fin de la fédération. À l'indépendance, c'était la fédération du Mali. Et la première mission extérieure, vous savez que le Soudan a composé un bâton qui est parti au Congo. Ça, c'était la première mission. Et au départ, l'armée, c'était une armée composée d'anciens qui étaient venus de l'armée coloniale. Et tous les anciens ont répondu à l'appel du président Modibo Keïta pour venir composer l'armée. Et c'est comme ça qu'une commission a été mise en place pour structurer. Et à l'époque, on avait des bâtons, un bâton à Ségou, à Gao, il y avait des unités de reconnaissance à Nioro du Sahel, il y avait à Tesselit, il y avait donc une base également. Donc ce sont ces éléments qui étaient épars, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui ont mis en place la première armée. Donc c'était à peu près un bataillon, donc 4 bataillons principaux et 1232 hommes en tout. Et c'est avec ça qu'ils l'ont évolué. Donc ils ont fait appel à tous les anciens militaires de l'armée coloniale qui étaient à travers l'empire colonial et ils ont tous répondu. Et c'est comme ça que le Mali est parti sur une bonne base. Et on a connu la première rébellion, vous savez, qui a été la première mission à l'intérieur du territoire. Et à l'issue, notre armée s'est déployée sur le territoire. Avec le peu de moyens, il y avait beaucoup de postes à l'époque qui avaient été créés. Quand vous voyez le secteur de Kidal, Tenzabatan dont on parle, Tessalit, Abebara, Intadeni, Tananait, tout ça, il y avait beaucoup de postes au niveau de Tessalit. Donc il y avait le Timétrine qui était également des postes. Tous ces postes avaient été occupés jusqu'à un certain moment et par la suite, ces postes ont été un peu dégarnis. Et quand les événements que nous vivons aujourd'hui sont venus, la première rébellion de 90, les gens sont venus également de la Libye. Et ces éléments qui sont venus de Libye, ils avaient un objectif toujours sous l'enjeu, sous l'entraînement d'une révolution qui n'était pas son... C'est une histoire alléchante. On ne pourra pas rappeler toute l'historique aujourd'hui. Cette armée, 64 ans après, vous donne quelle image? Aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers l'armée de nos besoins. Nos besoins réels,
le pouvoir politique actuellement en fonction de ce que le peuple malien même a exprimé. Vous savez, lors des assises nationales, le peuple malien a dit voilà ce que nous voulons comme armée. Et c'est sur cette base que la transition est en train de marcher. En plus de cela, quand il y a eu le dialogue intermalien, d'autres desiderata de la population aussi ont été précisés. Et à chaque fois que vous entendez le chef suprême des armées, le président, donc, le général d'armée Assimi Goïta vous parle, tout ce qu'il dit, c'est des données que le peuple malien même a souhaitées. Voilà pourquoi le peuple et l'armée vont aujourd'hui dans le même sens. Parce que c'est le désir du peuple malien qui est en train d'être réalisé par les hautes autorités du pays. Aussi bien le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité sont en train d'aller dans le sens des recommandations du peuple malien. Et voilà pourquoi le peuple adhère. Et tant que le peuple est derrière son armée, nous savons que la victoire est garantie. Et le maillage du territoire, après Kidal, évidemment, il y a d'autres petits postes qui étaient là avant, qui ont été enlevés, pour un maillage complet. On a la victoire quand le fantassin a son pied sur la partie du territoire. Alors, en tant que général aujourd'hui, quel est votre sentiment? C'est un sentiment de fierté? Sentiment de fierté, parce que je vois que notre armée a atteint sa vitesse de croisière. Et je félicite le chef d'état-major général des armées et tous les chefs d'état-major et directeurs de service présents parce qu'ils sont engagés et ils ont obtenu un outil performant. Et on leur souhaite bon vent pour qu'on aille de l'avant et que tout le territoire soit contrôlé, aussi bien au niveau des frontières qu'à l'intérieur. Et chapeau à nos militaires, ils ont mouillé le maillot comme on le dit, et nous avons bon espoir que dans peu de temps, ils pourront arriver à bout de ce terrorisme qui est venu comme un cancer. On le souhaite vivement. Le Mali est connu comme pays de guerriers. Soundiata Keïta, Firoun, Damonzon, Diarra, j'en passe volontiers. Je vais me tourner vers le communicateur qui a beaucoup écrit sur l'armée. Le dernier ouvrage est là. L'intitulé, c'est « Et si le Mali m'était compté ?» Alors, Tekete, dites-nous le pan de l'histoire qui n'a pas été rappelé ici par Général Poudjougou. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'armée? Je dirais d'abord que l'armée malienne est une armée forgée par les épreuves. Elle est héritière de grandes résistances qui ont marqué l'histoire de notre pays. Du 22 septembre 1878 au 26 décembre 1920, 42 ans durant, nos parents n'ont pas baissé le bras. Alors, ces résistances ont été menées par des hommes illustres qui ont marqué également l'histoire de l'évolution militaire de notre pays. Je citerai pour cela de façon pas totalement complète Madlamine Dramé. Je citerai également Koumi Djossé, Wessebougou Bandjougou, Bassirou Tal, Samouri Touré, Babemba Traoré, Banzani Tera et Firoun. Oui, elle n'est pas complète non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité par rapport aux dates qui ont marqué la naissance et l'évolution de notre armée sous la Première République du Mali? C'est que déjà, en décembre 1958, lorsque 4 territoires, anciennes colonies de la France, se sont retrouvés à Bamako pour signer un traité qu'on appelle le traité de Bamako, en décembre 1958, je rappelle, qui a consacré la volonté des leaders politiques de ces territoires-là d'aller vers la création d'une fédération, d'un État fédéral africain. Et c'est ainsi donc que, en janvier 1959, ces leaders politiques se sont retrouvés à Dakar et ont adopté la constitution de la Fédération du Mali. Ils ont compris également, surtout les élites soudanaises politiques soudanaises de l'époque, que l'affirmation et l'affermissement de la souveraineté nationale ne peuvent pas se réaliser sans une armée nationale souveraine. Et c'est ainsi que donc, le 15 février 1959, Modibo Keïta a lancé un appel demandant aux Soudanais évoluant dans l'armée coloniale, qu'ils soient en activité ou à la retraite, de se retrouver à Bamako pour essayer de créer l'armée soudanaise. Et donc la première rencontre après cet appel-là du 15 février a eu lieu précisément le 22 février 1959. Et cela s'est tenu au Grand Hôtel actuellement, que l'on connaît. Et au cours de cette rencontre,
il y avait, entre autres, le colonel Abdoulaye Soumaré, le capitaine Pinana Drabo, Sékou Traoré, les lieutenants Malik Diallo et entre autres. Et Sékou Traoré a été le premier chef d'état-major général des armées. Oui, j'en viens. Donc après cette rencontre, il y a en août 1960 une commission qui a été constituée pour réfléchir sur l'orientation politique, économique, sociale et culturelle de la future armée. Et cette rencontre-là a regroupé encore, outre le colonel Abdoulaye Soumaré, il a regroupé aussi Malik Diallo, Sékou Traoré, Pinana Drabo et j'en passe. Maintenant, autre date à retenir, après la rencontre du 5 août 1960, c'est celle du 31 août 1960. Au cours de cette rencontre, malheureusement, les Sénégalais qui s'étaient retirés de la Fédération du Mali, après que le Dahomey et la Haute-Volta se soient retirés, l'éclatement de la Fédération a été acté précisément le 20 août 1960. Qu'est-ce qui a été décidé à la fin de cette rencontre? C'était mettre en place les premières structures de l'armée. Donc cela a été fait avec le bataillon et ensuite l'état-major. Maintenant, puisque malheureusement le constat a été fait que les Sénégalais ne veulent plus revenir sur leur position pour faire en sorte que la Fédération du Mali continue à être une réalité, alors à la proclamation de l'indépendance du Mali, le 22 septembre 1960, 4 jours plus tard, précisément le 26 septembre 1960, l'état-major territorial du Soudan a été baptisé état-major du Mali. Précisément, dans un discours prononcé par le capitaine Sékou Traoré, officiellement, on a acté la création de notre armée nationale. Et le premier défilé qui a eu lieu pour montrer au peuple malien et à la communauté internationale que nous avons désormais notre armée, cela a été fait le 12 octobre 1960. Donc, lorsque tout cela a été, ces actions-là ont été actées, il s'agit maintenant officiellement, conformément aux recommandations du 22 septembre 1960, de demander aux troupes françaises de quitter notre territoire. Et cela, précisément, a été prononcé par le président Modibo Keïta le 20 janvier 1961. Et c'était à cette même date que l'Assemblée nationale du Mali a voté la loi instituant le drapeau. Maintenant, lorsqu'on leur a demandé de quitter notre territoire, ils n'ont pas quitté aussitôt. Ils ont attendu 6 mois. Précisément le 8 juin 1961, la base de Kati a été évacuée. Le 8 juillet 1961, la base de Tessalit a été évacuée. Le 2 août 1961, la base de Gao a été évacuée. Et enfin, ce n'est que le 5 septembre 1961 que le dernier soldat français a quitté notre territoire. Voilà ce que je veux préciser. D'accord, merci pour les précisions et les dates. C'est de nombreuses dates quand même. On va essayer de les retenir. Alors, professeur Sidibé, vous êtes sociologue, vous êtes la voix du peuple sur ce plateau, on peut le dire ainsi. Comment évaluez-vous notre outil de défense aujourd'hui, 64 ans après? Nous devons féliciter les plus hautes autorités militaires de ce pays pour l'espoir et la confiance que notre armée inspire désormais au peuple malien. Il fut des temps où nous avions des craintes dans le ventre en tant que société civile. Mais aujourd'hui, là où nous en sommes, nous avons entièrement confiance en notre outil de défense et nous en attendons beaucoup et beaucoup plus encore. Et c'est le lieu de saluer le 64e anniversaire de cette grande armée qui est toute notre fierté. Parce qu'en tant que société civile, quand on réfléchit, on se dit la souveraineté, l'indépendance, toutes ces notions-là ne valent que par l'armée. Si on n'a pas une armée forte, on n'a pas d'indépendance. Si on n'a pas une armée forte, on n'a pas de souveraineté, quel que soit le type de souveraineté que l'on prend. Et à propos, le général Sadio Kamara disait l'autre jour, ministre de la Défense et des anciens combattants, qu'un État fort s'adosse à son armée. Ça veut dire que vous partagez cette idée? Entièrement et totalement, parce que on demande beaucoup de choses et on critique beaucoup dans notre société tous les jours, sans se rappeler que tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne dit pas,
tout ce qu'on reproche à la société malienne, la base, c'est l'armée malienne. Quand l'armée est forte et que le peuple a confiance, le peuple et l'armée sont en symbiose, hein, ils s'entendent, ils se comprennent, il est sûr que tout ce qu'on demande, tout est possible. Tout peut devenir possible à partir de l'armée. L'armée, c'est le soubassement d'un pays. S'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de soubassement. Et on ne peut pas construire sans soubassement. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, toute notre fierté, c'est notre armée. Nous avons la chance d'avoir une communication très forte avec la DIRPA qui nous donne des informations. Chaque fois qu'il y a une évolution, chaque fois qu'il y a quelque chose, on se rend compte que la montée en puissance de l'armée malienne n'est pas une publicité. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité qui nous fait très chaud au cœur et qui nous permet, nous, d'être tranquilles, de vaquer à nos occupations, de faire des projets de très longue échéance. Parce qu'on sait qu'il y a une armée qui monte et donc notre territoire, notre souveraineté sera totale dans un bref moment. Et comment vous avez vécu la reprise de Kidal en novembre 2023? Bon, pour nous, c'était un rêve. Personnellement, je l'ai vécu comme un rêve parce que c'est vrai qu'entre nous, nous nous disions que la guerre de Kidal, quoi qu'il en soit, aura lieu. Qu'on le veuille ou pas, il va falloir se battre au corps à corps pour arracher Kidal. Et quand ce fut fait, quand ce fut devenu une réalité, c'était un soulagement total. Parce que tout ce qu'on disait, tout ce qu'on faisait, tant qu'il y avait Kidal aux mains des autres là, on n'était pas souverain, on n'était pas tranquille, on n'était pas nous-mêmes. Le territoire malien que nous avons hérité de nos ancêtres ne nous appartenait pas totalement. Mais à partir du moment où nous avons pu mettre, l'armée a pu mettre la main sur Kidal, c'était un soulagement total et une fierté de se dire que maintenant notre pays nous appartient totalement. Cette question de confiance qui a été vraiment rétablie entre l'armée et le peuple, on va en parler tout à l'heure au cours du débat. Le temps de parler de ce deuxième axe, le deuxième axe de ce débat qui est donc intitulé « L'armée à l'heure de la refondation, le monde va vite et même très vite, il faut s'adapter et se mettre au rythme de son évolution, géopolitique et géostratégie oblige ». Général Diarra, nous constatons que l'armée est bien équipée, ça continue d'ailleurs, il y a eu des recrutements. De quoi peut-on se réjouir aujourd'hui en termes d'équipement et en termes de recrutement? Moi, je pense que depuis le début de la transition, les autorités politiques ont donné des orientations qui sont très claires. Et aussi, on voit vraiment le soutien du peuple malien. Et la montée en puissance des forces armées maliennes est une réalité. Et c'est réellement, ça repose pratiquement sur beaucoup de choses. La première, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Et deuxièmement, on a aujourd'hui vraiment beaucoup de capacités. Il y a beaucoup d'équipements qui ont été mis à notre disposition pour renforcer nos capacités opérationnelles. Et troisièmement, il faut confirmer qu'il y a aujourd'hui une cohérence aujourd'hui entre le niveau politique et le niveau militaire, jusqu'au niveau tactique. Donc quand on met tout ça ensemble, là, c'est ce qui fait vraiment la force de l'armée malienne avec des hommes, des missions et des moyens. Général Poudjougou, l'armée aujourd'hui, l'un des éléments essentiels, je ne vous l'apprends pas, ça c'est les équipements aujourd'hui. Il y a 60 ans, c'était comment? C'était pareil? Pas pareil, j'imagine. Ah non, c'est trop très longtemps. Vous savez, il y a 60 ans, les gens sont venus avec les moyens de bord et on n'a pas grand-chose. Et dès que l'indépendance a été acquise, le président Mourbo, il a pris son cheval de partout pour aller chercher à travers le monde. Et ça, je crois, l'historien, le ministre d'État est mieux que moi pour rappeler ces différents aspects. Et bien, pour ce qui est sûr, c'est que avec les moyens de bord, parce qu'on n'a pas grand-chose comme véhicule, comme moyen roulant à l'époque, donc les premières années, le président Mourbo avec la Chine, la Russie, les mêmes pays qui nous aident aujourd'hui, parce que c'est lui qui a créé ces relations avec ces pays. Et notre armée avait commencé à être bien équipée, mais la rupture avec ces pays a fait que nous avons régressé.
Et le fait d'avoir, sous la Deuxième République, vouloir redonner vie à l'armée, également, cela a été étouffé par des ajustements, comme vous le savez. Et si le pays, même l'économie, ne marche pas, l'armée ne peut pas être équipée. Comme j'ai dit, les moyens manquaient, donc l'armée ne peut pas être équipée. Et je me rappelle, à notre temps, quand nous avions quelques véhicules pour faire l'approche, dans les années 90, et après tout le reste, on faisait à pied, le contact. Mais aujourd'hui, quand je vois tant de véhicules, des véhicules blindés, l'équipement même de l'homme a complètement changé. Le soldat est protégé de la tête aux pieds, avec casque lourd, gilet pare-balles, que nous n'avons jamais vu à notre temps. Et donc déjà, il y a une grande différence. L'équipement de l'homme d'abord, ensuite les armes, les moyens de communication, les moyens de transport, la couverture aérienne. Donc on a l'impression que ce n'est pas notre pays. Tellement nous sommes surpris par le fait que l'État ait pu donner tout ça à son armée. Donc on a fait le bon choix de remercier certains partenaires et d'en créer. Tout à fait. Non seulement ces partenaires étaient la cause du problème, parce que en 90, devant les rebelles, on avait un colonel qui venait du même pays. Donc c'est pour vous dire que, en fait, celui qu'on pensait qu'il nous aidait, tout ce qu'on formait, nous on cousait, il décousait, donc il couvait les fils derrière nous. Donc c'est pour vous dire que le fait d'être revenu dans les jurons de nos premiers partenaires, la Russie, la Chine, a fait que le Mali a renoué avec le modernisme, l'acquisition du matériel sans condition. Et cela est indispensable pour que notre outil de défense puisse fonctionner. Sans les moyens, le chef d'état-major général des armées l'a dit, un chef, une mission, des moyens. Tant que la mission est là, mais si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ce qui différencie un militaire d'un civil, c'est l'équipement, la formation, l'équipement. Si tous ces aspects sont réunis, c'est que la mission peut réussir. Et c'est ça notre fierté. D'accord. Général Diarra, la même dynamique va se poursuivre, on le suppose. Oui. Par rapport aux équipements et à la formation. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, c'est pas un luxe pour le peuple malien, la nation malienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui a été fait dans le cas des équipements. Et la montée en puissance, comme j'ai dit, c'est une réalité. Et on voit les impacts sur le terrain. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous conduisons une mission régalienne. Et la fierté que nous avons, la satisfaction que nous avons, c'est que ça a des impacts sur le terrain. Il y a parlé du déploiement de l'administration. Ça sont des impacts qui sont visibles aujourd'hui. Donc, malgré les défis, ça va continuer. On n'a pas le choix parce qu'il faut reconnaître que les défis sont grands. Tekete, quelle appréciation vous faites de la sécurisation du Mali? En parlant de cela, de la sécurisation du Mali, je fais allusion au fait que notre armée est revenue de loin, de très loin. Quand on avait demandé aux unités militaires françaises de quitter notre territoire, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Même les archives sur lesquelles figuraient les noms des soldats qui étaient dans les camps, ils ont tout brûlé. Ils ont arraché les câbles électriques qui étaient dans les camps. Ils ont empoisonné dans les camps les puits dont les soldats se servaient. En réalité, cette vocation de l'armée malienne, même aujourd'hui, se fonde sur une vision. La défense, l'affirmation et l'affermissement de la souveraineté nationale et lutter contre la balkanisation de l'Afrique. D'accord. Cet esprit souverainiste de Modibo Keïta est revenu à votre avis, si on vous écoute très bien? Absolument. Quand je vois la manière dont les choses évoluent actuellement, la manière dont nous avons compris que la défense de notre souveraineté nationale ne peut pas aller sans la création d'une communauté sécuritaire. On a vu aujourd'hui. Oui, avec l'AES. Avec l'AES. Mais bien avant cela, il y avait d'autres communautés, mais qui ont marqué le pas et qui a poussé finalement nos autorités actuelles d'aller vers la création d'une communauté sécuritaire avec notamment le Burkina Faso et le Niger. Votre appréciation sur la sécurisation du pays, comment vous voyez, on est sécurisé, à votre avis? Beaucoup de choses sont à faire, mais beaucoup de choses aussi ont été faites. Et notre armée est en train de montrer à la face du monde
qu'en comptant sur nos propres forces, que nous pourrons asseoir notre souveraineté nationale à partir d'une armée solide, nationale et panafricaine. D'accord. Professeur Sidibé, dans les pires moments, l'armée n'a pas relâché. Elle s'est battue comme il le faut, mais il y a des hauts, il y a des bas. En cas de bas, on ne le souhaite pas. Il faut le réarmement moral des troupes. À votre avis, en tant que sociologue, quelle est la part de responsabilité du peuple à ce niveau? Il faut dire que toute armée, quelle qu'elle soit, doit avoir comme soutien, premier soutien, le peuple dont elle est l'émanation. Quand le peuple n'est pas derrière l'armée, l'armée ne peut même pas être bien organisée. Donc aujourd'hui, notre fierté, c'est que tout ce qui est investi dans notre armée pour notre souveraineté, l'esprit et la lettre est venu du peuple. C'est le peuple qui l'a souhaité. Le général l'a dit tout à l'heure, c'est le peuple qui le veut ainsi. Donc, à la limite, est-ce que l'armée a le choix? L'armée n'a pas le choix. L'armée est obligée d'être ce qu'elle est et d'être plus que ce qu'elle est aujourd'hui parce que c'est le peuple qui le désire. Et ce que veut le peuple, bon, c'est ce que l'armée fait. Elle est plus forte quand elle sent le peuple derrière elle. Quand elle sent le peuple derrière elle et quand elle sent que, à son arrivée, elle est l'enthousiasme du peuple. Quand le peuple voit l'armée, le peuple est enthousiaste, le peuple est content, le peuple est dans son élément. C'est que, bon, le peuple peut s'appuyer sur quelque chose de vrai, de solide pour notre développement, pour l'avancement de notre société. Ce qui a bien introduit notre troisième axe, l'armée aujourd'hui source de fierté. Voyons maintenant la note donnée à l'armée malienne par le peuple pour qui l'armée est debout sur les remparts. Nous sommes allés recueillir les avis des Bamakois. C'est un vox pop qui a été réalisé par Mohamed Namakeita. Suivons ensemble. À travers les actions que l'armée mène sur le terrain, donc on comprend bien que l'armée est bien au service de la nation. Elle est en train de lutter efficacement contre le terrorisme. Ces efforts, c'est surtout dû à l'accompagnement des partenaires syriens, mais aussi la volonté ferme et inébranlable des autorités d'aujourd'hui, qu'elles ne sont en train de ménager aucun effort pour que cette armée puisse être bien équipée, bien dotée. On doit continuer à collaborer avec les partenaires et dans le cadre de l'AES, toutes les armées de ces trois pays doivent se donner la main, mutualiser les efforts pour que davantage l'armée puisse être une armée républicaine. Avec joie et allégresse que nous avons fêté les 64 ans de notre vaillante armée, une armée qui est en pleine montée en puissance. Et j'aime bien le dire, l'armée monte en reconquête et maintenant l'armée monte en sécurisation, vraiment dans le bonheur et dans la joie pour le peuple du Mali. La mission sacrée, c'est la défense, la sauvegarde de la patrie en un mot. La survie d'une nation dépend de certains paramètres. L'armée fait partie de ces éléments. Nous n'avons plus rien à craindre. Notre pays va se relever. Les soldats, ils ont fait beaucoup même. Surtout, ils ont récupéré Kidal. Vraiment, moi, je suis ébloui. Je ne sais même pas comment les féliciter. Et je leur souhaite bon anniversaire. La peur a changé de camp. C'est nos soldats qui vont dans les trous là pour démasquer ces terreaux là, partout où ils sont. Vous avez vu comment ça s'est passé à Tizawaten? Dans les prochaines années, moi je crois que d'ici 1 an maximum, on va finir avec ces histoires de terrorisme là. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons maintenant les armements. On est en train de mener la politique, l'armée avec son peuple. Cette armée qui monte en puissance, tous les Maliens sont satisfaits de ce que l'armée est en train de faire sur le théâtre d'opération. On voit leurs efforts de continuer sur cette dynamique. L'effort de guerre n'est pas facile du tout, mais on leur encourage. Il y a la difficulté, mais ça va passer. Aujourd'hui, je suis fière de mon armée. Je suis très contente quand je vois les exploits, quand je vois tout ce que mon armée arrive à faire aux ennemis. Si vous voyez que nous, on ose,
s'aventurer dans les zones très très dangereuses, c'est qu'on est sûr qu'on a vraiment, notre armée est vraiment forte derrière nous. Nous avons vu l'armée d'entente, on était en manque de logistique. Aujourd'hui, la même armée est en train de monter en puissance avec l'arrivée des nouveaux outils de défense. La population doit être derrière son armée. L'armée doit continuer son évolution en recrutant des bras valides. Voilà, l'armée doit se renforcer en recrutant des bras valides. C'est un appel à faire plus. Alors, Général Diarra, que répondez-vous à cela? Bon, quand je vois ce reportage-là, moi, je suis vraiment réconforté. On le dit avec en toute humilité. Et au nom de l'ensemble des forces armées de sécurité, si nos actes sont vraiment reconnus par le peuple, vraiment, ça ne fait que nous réconforter. C'est un appel aussi à faire plus. Oui, effectivement, comme je l'ai annoncé, beaucoup a été fait. Il reste beaucoup à faire encore. Parce que nous sommes conscients vraiment des défis que nous avons devant nous. Ce que nous avons fait, ça fait la fierté du peuple malien. Et il faut poursuivre les efforts. Il faut poursuivre les efforts de recrutement, les efforts d'équipement et puis de formation doivent continuer pour que la profondation de l'armée soit encore vraiment plus accentuée et nous permet vraiment de mener à bien nos missions. D'accord. Teguete, il faut davantage rassurer le peuple aujourd'hui. Ça se concrétise par quel axe par l'armée, selon vous? Il faut travailler dans le sens de souder davantage l'armée à son peuple. De gros efforts ont été faits dans ce sens. Mais il faut continuer cet effort. Pouvait-il en être autrement quand on sait, bon, je vais le dire à travers ce proverbe africain, même si la forme peut paraître un peu délicate, mais c'est moins la forme que le contenu qu'il faut voir. Un proverbe africain dit, le crapaud ne saute jamais à reculons. Nous avons commencé à travailler, à faire en sorte que notre armée soit une armée avec une vision de défense de la souveraineté nationale et d'assistance à tous les peuples africains qui ont à cœur de faire en sorte que l'Afrique revienne enfin aux Africains. Alors c'est ce qui fait que je pense qu'à ce niveau-là, il faut à la fois continuer la formation. C'est en cours. Il faut ensuite continuer à équiper ce qui est actuellement en cours. Malgré les difficultés que nous connaissons, nous voyons que pratiquement, pour ne pas dire chaque semaine, de nouveaux armements viennent pour nous donner enfin cette assurance que nous pouvons dormir tranquillement aussi longtemps que nous aurons avec nous cette armée telle qu'elle existe et telle qu'elle est en train de s'améliorer. D'accord. Général Poudjougou, par quel acte l'armée peut restaurer la paix aujourd'hui, à votre avis? J'ai été très frappé par tout ce qui a été dit, c'est des vérités. Vous savez que l'armée et le peuple ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Si le peuple dit que ce qui fait l'armée, c'est le problème des militaires, et que les militaires ne font que ce qu'ils ont appris, sans l'aval, sans l'apport du peuple, ça ne peut pas marcher. Vous savez que si dans le temps, le problème des rébellions et autres, ça tu sais qu'on disait ça c'est le problème entre l'armée et les rebelles. Donc là, vous voyez que ce n'était pas facile. Présentement, dans le cadre du terrorisme, il y a un malin plaisir à vouloir diviser le peuple. Et certaines parties du peuple, inconsciemment, font le jeu de l'ennemi. Et ça, pour une armée, c'est plus mortel. Parce que l'armée ne peut pas retourner les armes contre la population. Mais malheureusement, il y a l'extérieur, il y a les mentors qui sèment le désordre, qui sèment un grain de séparation au sein des populations. Et tout cela, c'est l'homme qu'il faut former, l'homme malien. Et la refondation passe par là. Cultiver l'esprit de défense au sein de la population, l'esprit de patriotisme. Et c'est pour ça que le fait même d'avoir pensé faire revenir le service national des jeunes fait que les cadres aujourd'hui vont dire ce qui est militaire, ça les regarde. Avant, on a l'impression que ce qui est militaire, c'est militaire. Le politique, certaines directives sur lesquelles l'armée se base pour faire ses plans, pour faire ses manœuvres, n'étaient pas données. L'armée était obligée d'imaginer elle-même ce qui aurait dû être donné par le politique pour qu'elle puisse faire sa planification. Si aujourd'hui, le politique et le militaire parlent le même langage,
depuis la conception, ça ne peut aller que de l'avant. Maintenant, le problème qu'on a, c'est l'homme malien qu'il faut travailler pour que l'esprit de défense soit vraiment développé au sein de la population. Si tout le peuple adhère aux visions de l'armée, l'armée est là également, c'est doit devenir l'armée qui va épauler, sécuriser ce développement. Sans cette unité, ce n'est pas possible. D'accord. Professeur Sidibé, vous aviez dévancé le micro-trottoir qu'on a diffusé tout à l'heure, parce que vous aviez parlé de cette confiance qui est rétablie entre le peuple et l'armée aujourd'hui. En tant que sociologue, il disait tout à l'heure, le général Poujougou, que le peuple, il faut un Mali d'un croix. Il faut un esprit de citoyenneté, il faut cultiver l'esprit de citoyenneté. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le peuple maintienne ce cap avec son armée? Merci bien. Moi, je pense qu'il y a les idéaux, il y a les formulations qui sont très très belles. La mise en œuvre demande très certainement la vision nouvelle que nous devons avoir du Mali d'Inkoura, mais aussi de notre armée. C'est-à-dire que le Mali d'Inkoura ne peut s'obtenir qu'à travers la culture, qu'à travers l'identité de notre pays. Et cette jonction entre le Mali d'Inkoura et la vision qu'il a de son armée ne peut être effective que lorsque l'armée également est considérée comme un élément, une institution culturalisée, une institution de notre culture. Notre armée n'est pas tombée du ciel, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des différents résistants, etc. Dans beaucoup de pays, ces résistants n'ont jamais existé. Ils ont formé l'armée pas sur le patrimoine, alors que nous, notre armée, est formée sur notre patrimoine culturel, historique, identitaire. Donc c'est cet élément identitaire qu'il faudrait développer chez le Malien, qu'ils comprennent que l'armée fait partie de notre patrimoine identitaire. On n'est rien. Le Mali, les empires n'étaient rien sans leurs soldats, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le Mali ne sera rien sans son armée. Ça fait partie de notre patrimoine. Que les gens prennent le temps d'aller voir le musée de l'armée. Que les gens prennent le temps de s'approcher de l'armée. Que l'armée également... Bon, je vais le dire, hein, j'espère qu'il n'y a pas de... Allez-y. Voilà, je vais le dire, je suis derrière oui, toi. Hein. Bon. Il n'y a pas de souci. Donc, il faudrait que l'armée, c'est vrai, Amadou Ampatiba l'a dit, trop sérieux n'est pas sérieux. Trop sérieux n'est pas sérieux. Le militaire malien est trop sérieux. Je me permets de le dire. Est trop sérieux. Il faudrait que vous... C'est l'homme de culture qui le voilà. dit. C'est le sociologue qui le dit. Le visage trop serré ne n'aide pas le peuple à vous approcher. Souvent... Ça nous fait peur. Et que vous appreniez à sourire. C'est ce lien entre la culture, le peuple, l'armée, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut ce rétroviseur. Exactement. Tout à l'heure, je suis rentré ici. Il y a un petit bois qui m'a pris à partie et qui m'a fatigué. Mais c'est ça l'homme malien. Que tu sois dans l'armée, que tu sois ministre, que tu sois... Mais tu es d'abord un Malien avec sa culture, avec son identité culturelle. Il ne faudrait pas que cela vous échappe. Notre force réside dans la diversité culturelle. Dans la diversité culturelle. Surtout que cette année, le président de la transition a décrété 2025 année de la culture. Ouais. Il faudrait que l'armée prenne le pas comme tous les autres Maliens. Il y a beaucoup de projets au niveau du ministère de la Culture, au niveau des porteurs de projets qui concernent l'armée, mais on a même peur de passer par ici, à plus forte raison à rentrer. Donc, il faudrait qu'il y ait cette symbiose entre nous. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faudrait que je cause un peu avec
le chef d'état-major général. D'accord, l'idée est comprise. Voilà. Mon général, l'armée peut être culturelle? Oui, effectivement. Moi, je me réjouis vraiment effectivement, de ce que le docteur vient de dire. Au niveau des forces armées, là, nous avons aussi ce pan qui repose beaucoup sur la culture. Dans les forces armées, nous parlons des forces morales. Des forces morales, ça veut dire que tu sois militaire ou bien civil, tu dois savoir vraiment d'où tu viens. Et tout ce que vous fondez vraiment, même en tant que militaire, ça doit reposer vraiment sur ton origine et puis ta culture. Hier seulement, j'en parlais dans mes comptes rendus avec le président de la transition et il nous a beaucoup encouragé à travailler sur ces aspects de la culture. Il s'agit de cultiver le leadership au niveau de nos hommes. Et la culture de ce leadership-là, comme vous l'avez dit, ça tombe pas du ciel. Ça repose sur quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle à un militaire aujourd'hui, comme les Bambara le disent, là, bon, il est ma barman. La personne doit savoir son origine, quels sont ce que ses parents ont traversé, ses ancêtres ont traversé, pour que lui, il soit là aujourd'hui. Ouais. Et en répétant ces mots, ça ne peut que galvaniser et puis redonner du moral, du cœur, de la confiance à l'homme pour dire que nos ancêtres ont traversé ça. On avait parlé de Soundiata Keita, des Firoun et tout ce qui s'ensuit. Ils l'ont fait. Nous avons cette responsabilité aujourd'hui. Nous devons le faire pour laisser aux futures générations ce qui est aussi utile vraiment pour les pays. Donc la culture au niveau de la manifestation au niveau des forces armées, nous le caractérisons dans le cadre vraiment du développement des forces morales. Sûrement qu'il y aura des programmes dans ce sens. Beaucoup de programmes dans ce sens. D'accord. Alors, on va parler à présent de la coopération sécuritaire avec la Confédération des États du Sahel. L'AES, dès le départ, a opté pour une stratégie de défense commune, coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence face à la menace terroriste. Comment ça se passe sur le terrain? Je vais rester avec vous, Général Diarra. Il n'y a pas une aussi belle architecture que l'AES aujourd'hui. Nous savions, ce n'est pas quelque chose qui nous a été raconté, nous avons vécu ça. Nous avons vécu des moments très très difficiles. Moi, je me rappelle encore quand la coopération sous-régionale n'était pas à ce niveau. On voyait des terroristes, des menaces transfrontalières et on ne pouvait rien faire. Avec la création de l'AES aujourd'hui, les opérations se conduisent à merveille. On a des rencontres de haut niveau, jusqu'au niveau des chefs d'état-major. On a des rencontres au niveau stratégique, au niveau opératif, des planifications qui sont en cours et sur le terrain, ça se manifeste. Nous faisons des opérations conjointes, des opérations simultanées, que ce soit terrestres ou bien aériennes. Et ce n'est pas des mots, ça porte des fruits. Le dernier acte que nous avons mené ensemble, c'est la neutralisation là où les forces conjointes de l'AES, nous avons coordonné les renseignements, les actions aériennes et terrestres, et nous avons neutralisé l'un des plus grands terroristes au niveau de la Katiba de Serma, le terroriste Moussa Hima. Ça, avant, ce n'était pas possible. Les gens qui opéraient au Niger, ils venaient au Mali et puis ils se jouaient vraiment de la ligne frontière. Aujourd'hui, la ligne frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina, aujourd'hui, nous menons des opérations très très précises. Avec des précisions, là, je pourrais dire qu'il n'y a pas mieux que l'AES aujourd'hui. Et nous ne pouvons que nous féliciter vraiment de cette coopération militaire-là. Aujourd'hui, entre les chefs d'état-major, nous parlons, les états-majors se parlent et les opérations sont bien planifiées et bien exécutées sur le terrain. D'accord. Général Poudjougou, quelle est l'utilité d'une coopération militaire entre les États du Sahel, à votre avis? Merci beaucoup. Vous savez, pour nous qui avons vécu, il y avait des initiatives, ce qu'on appelait initiative Pan-Sahel, avec les pays de la sous-région. On a essayé, mais ce qui a manqué, c'est l'engagement des uns et des autres en coordination sur le territoire des uns et des autres. Et cette phase, on n'a jamais atteint cette phase. Voilà pourquoi aujourd'hui je salue l'AES. Dans le cas de l'AES, le chef-état-major général des armées vient de le dire, que les opérations sont combinées et il y a des cas où c'est le pays voisin qui intervient sur l'autre. Dans le temps, il y avait de bonnes idées. Nous avons fait des accords, nous avons fait des réunions dans le cadre de l'initiative Pan-Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'était bien, et on va de 5 pays, nous sommes devenus 9 pays, en incluant le Tchad, tous ces éléments. Mais ce qui a manqué, effectivement, c'est vraiment les opérations sur le terrain. Et ça, c'est un gain. On félicite
ce que les 3 pays viennent de réussir et bon vent pour que nous puissions ensemble juguler hors de nos frontières les éléments terroristes. Comme il a dit, les terroristes qui viennent d'ailleurs et pilotés par d'autres éléments. Avant, on disait que l'armée était la grande muette, mais ce n'est plus le cas. L'armée parle maintenant. Nous saluons à ce niveau la DIRPA qui est là. Il y a beaucoup de communication ces derniers temps. Et au sein de l'AES, il y a une web TV qui a été créée. Et au-delà de cela, il y a des programmes qui sont prévus entre les 3 pays pour un programme de télévision, de radio, tout. Vous, en tant que communicateur TKT, quel est le poids de la communication dans les pays qui font face au terrorisme? Je dirais sans embâche que la communication, c'est le nerf de la guerre, quel que soit le niveau auquel on se situe. Communication au sein de l'armée, communication entre l'armée nationale et ses populations. Ensuite, communication entre les différentes armées qui ont en réalité à cœur d'asseoir la souveraineté nationale sur leur territoire. Donc, c'est une situation qui est nécessaire. D'autant plus nécessaire que quand on voit l'évolution historique de notre armée, l'ancêtre de la DIRPA a été créé en 1963, c'était le bureau d'information de l'armée, à l'issue du séminaire de l'armée et des forces de sécurité qui a été organisé sous le régime de la Première République. Ça a beaucoup aidé. Et je dirais qu'aujourd'hui, un pan de nouveau s'est greffé à cette nécessité de la communication. C'est-à-dire la création d'une communauté sécuritaire. Quand on voit l'évolution de nos différentes armées, en Afrique de l'Ouest, je le dis parce que l'Afrique de l'Ouest est une région vraiment chrysogène. Pourquoi ? Si on se réfère au début des indépendances jusqu'au moment précis où je vous parle, nous n'avons pas échappé aux crises. Qu'est-ce qui dit cela? Par exemple, la guerre du Biafra, dans les années 60, la guerre en Sierra Leone et au Libéria, la crise ivoirienne en 2002, et aujourd'hui, l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Donc cela a donné tout de suite idée de la nécessité de créer une communauté sécuritaire. Mais malheureusement, cette communauté sécuritaire a marqué le pas parce que tout simplement, lorsqu'on a créé pour la première fois en 1977 ce que l'on appelle l'accord de non-agression par les 7 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sur les 9, et qu'on est arrivé ensuite au protocole d'accord de non-agression, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle, en passant par l'ECOMOG, au G5 Sahel, nous nous sommes rendus compte que c'était des démarches qui ne nous fondaient pas à croire que ces communautés sécuritaires pouvaient nous aider à sortir de la situation de crise que nous avons depuis les indépendances vécues jusqu'à nos jours. Et c'est comme ça que finalement, en tirant les leçons de tous ces échecs des différentes communautés sécuritaires, les pays de l'AES ont compris qu'il faut d'abord et surtout mettre en place naturellement cette communauté sécuritaire, mais en comptant d'abord et surtout sur nos propres forces. Ce qui aujourd'hui est en train de donner les preuves. Professeur Sidibé, vous êtes sociologue. L'armée est vue aujourd'hui comme un facteur de cohésion sociale. Au-delà du Mali, ce sont les 3 peuples qui sont unis aujourd'hui derrière leur armée. Cela vous donne quelle image en tant que sociologue? Est-ce que l'armée est réellement le facteur de cette cohésion-là? Bon, je crois que quand on regarde notre société de façon générale, on se rend compte que là où on retrouve tout le monde, c'est au sein de l'armée. Là où on retrouve toutes les couches sociales. Je veux dire, bon, les gens aiment parler d'ethnie, j'aime pas trop le mot ethnie, mais on va l'utiliser quand même. Là où on retrouve toutes les ethnies, même les bobos sont dedans. Bon, donc, ils ne seront pas d'accord, hein? Oui, mais même eux, ils sont dedans. Hein? Donc, il y a toutes les couches sociales dans l'armée. Et c'est ça la cohésion. Pour un objectif, un seul objectif, ensemble. Pour un seul but, ensemble. Et c'est comme ça que doit apparaître la cohésion sociale au sein d'une république, au sein d'un pays. Il faut que nous ayons tous foi à ce que nos dirigeants, n'est-ce pas, nous indiquent comme chemin à suivre. Il faut que nous ayons foi à ça. Comme
toute l'armée a foi à quelque chose qui leur est propre, qui leur appartient. Tous, qu'on aille partout, toutes les forces de sécurité, de défense et de sécurité, ils ont foi à une seule chose, la protection de notre souveraineté nationale. Donc quand on étend cela à d'autres pays, à travers les armées, on voit qu'on aura le noyau de ce que nous attendons de l'unité africaine. Le noyau ne peut venir que de... Ce n'est pas les politiques, je m'excuse, ce n'est pas les politiques. Ce n'est pas parce qu'on a mis telle partie du Mali avec telle partie du Burkina ou du truc qu'on va arriver à ça. Non, c'est en mettant les armées ensemble. Toutes les composantes de ces pays-là, des groupes sociaux de ces pays se retrouvent dans leur armée. Et en mettant les armées des 3 pays, c'est comme si on faisait déjà le mélange, n'est-ce pas? Et on aura, le produit qu'on aura au niveau de l'armée sera le reflet de l'unité au sein de l'AES. Tant que les armées s'entendent et engrangent des victoires sur victoire ensemble, les peuples vont suivre naturellement. Il n'y a même pas à leur demander, les peuples suivent. Parce que chacun sait que nous avons maintenant un noyau sur lequel nous pouvons nous fonder pour aller vers, pas l'unité de l'Afrique de l'Ouest, mais vers l'unité africaine. Et il faut tout faire pour ne pas décevoir ces peuples, on peut le dire. Surtout pas. Il ne faut pas les décevoir. Non seulement il ne faut pas les décevoir, mais il faut toujours avoir ce qu'on appelle la communication. Ce contact avec le peuple. Que l'armée, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit supranationale, les 3 pays, il faut que les 3 pays communiquent. On a parlé de Web TV, on a parlé de tout ça. Tout à fait, vous êtes communicant, un sociologue et communicant de profession. Alors, dites-nous, l'armée qui sort de son grand silence aujourd'hui, quelle peut être l'utilité de cela? L'utilité de l'armée qui parle, c'est déjà la confiance. Quelqu'un qui ne parle pas, vous croyez qu'on peut lui faire confiance? On s'en éloigne, hein? On en a peur. Tout à fait. Voilà. Bon, maintenant que l'armée commence à communiquer, ça donne courage aux gens de poser des questions dont l'armée détient les réponses. Puisqu'elle a décidé de communiquer, elle va donner les réponses aux gens. Donc, l'idée de la grande muette, ça, c'est des idées venues d'ailleurs. Sinon, nos royaumes ont été fondés par des gens qui communiquaient. Hein? Par les armées de Sundiata, les armées de trucs. C'est des gens qui communiquaient, qui allaient dans les villages, qui étaient nourris par les villageois. Il n'y avait pas d'armée constituée comme ça, c'est les villageois qui les nourrissaient. C'est les villageois qui les prenaient en charge. Donc pour qu'on te prenne en charge, il faut communiquer avec les gens. Il faut être en bonne intelligence avec les gens. Bon, maintenant que l'armée est autonome, elle va partout par ses propres moyens. Bon, ça fait qu'elle peut se dire, bon, je n'ai pas besoin d'aller communiquer, j'ai pas besoin d'aller, je passe par le village, je n'ai pas besoin d'aller dire bonjour au chef de village. Je n'ai pas besoin d'aller dire bonjour aux légitimités. Alors que c'est ça qu'il faut faire. Quand on traverse un village, bon, leur temps est leur temps aussi. Mais qu'on leur donne le temps, souvent, de s'arrêter, d'aller au nom des hautes autorités, au nom de leur hiérarchie, d'aller dire bonjour. Le peuple va se sentir plus proche. Plus proche. Ouais. On dit bonjour au chef de village, au nom de notre hiérarchie, au nom des plus hautes autorités. Nous sommes de passage, nous allons dans tel lieu, nous venons, bon, même si tout ça, ce n'est pas communiqué pour l'armée, dire qu'on va dans tel lieu, je sais que c'est... Bon, mais nous sommes de passage quand même, on peut le dire. Le bonjour suffit. Voilà, le bonjour suffit. Donc tout ça, c'est des éléments de notre société qui font que l'armée s'approche plus. Ah, on les a vus passer. Et ils ne sont même pas venus dire bonjour au chef de village. Et pourtant, ils ont traversé notre village. C'est un peu frustrant. Il faut que cette vision sociologique rentre dans le fonctionnement, dans ce que l'armée fait tous les jours. Même dans nos quartiers, souvent ils viennent, ils passent, viou. Mais il y a le chef de village qui est là. Bon, or, ils ne sont même pas venus pour vous. Ils sont de passage seulement. Mais il faut souvent qu'ils s'arrêtent pour aller dire bonjour et puis qu'ils continuent. Souvent, ça fait plaisir aux gens. D'accord. Général Diarra, ce cachet sociologique est important quand même, hein, comme il l'évoque le professeur Sidibé. Oui, effectivement, moi, effectivement, quand j'entends le sociologue parler,
Et moi, je relativise un peu quand on parle de la communication au niveau de l'armée. Il faut comprendre que l'armée est une structure, nous sommes l'émanation du peuple. C'est vrai, au niveau de l'armée, il y a quand même ce qui caractérise l'armée, toutes les armées, c'est la discipline. Dans l'armée, même s'il y a aujourd'hui tout le monde félicite, vous félicitez tous l'armée, on est sorti de la grande muette. Nous restons tous la grande muette, hein, parce que ce qui caractérise l'armée aujourd'hui, c'est la discipline. Dans l'armée, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut. Quand on veut parler, on donne des éléments de langage. Et quand il y a la discipline qui est là, ce que vous devez faire, c'est clairement défini. Parce que si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il dit, là, ça peut pas aller. Ce qui fait la particularité de l'armée. Quand on dit que l'armée est sortie de son grand silence, ce combat contre les fake news, par exemple, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quand vous ne communiquez pas, vous ne donnez pas la bonne information à la population, elle sera laissée dans les bras de l'autre côté. Oui, cette communication, elle doit être cadrée. Comme j'ai dit, elle doit être cadrée. Ce n'est pas comme dans le milieu civil, là, des gens s'aventurent sur des dossiers qu'ils ne comprennent pas. Dans l'armée, on ne fait pas ça. Dans l'armée, quand vous parlez, effectivement, quand vous parlez des réseaux sociaux, cette communication-là, elle doit être cadrée. Si elle n'est pas cadrée, elle peut amener plus de mal que de bien, quoi. Au niveau des réseaux sociaux, il y a des messages de sensibilisation qui sont régulièrement donnés aux hommes pour qu'ils puissent savoir vraiment ce qu'il faut dire, ce qu'il faut présenter sur les réseaux sociaux et comment même se comporter. Et régulièrement, nous faisons des mesures, il y a des lettres circulaires qui sont là pour que cette communication au niveau de l'armée, elle ne peut pas être ouverte comme dans le milieu civil. L'armée, la discipline, il faut qu'on la respecte au niveau de l'armée. Donc je voulais que vraiment les populations comprennent ça. Quand on dit aux militaires de ne pas parler quelque part, ou bien quand le militaire, on envoie des correspondants pour dire aux militaires d'aller intervenir, qu'on dit que non, nous, on ne pouvait pas intervenir sur ce domaine parce qu'il y a quand même une certaine règle, certains principes qui nous régissent. Quand c'est nécessaire, il faut communiquer. Voilà, mais vous restez la grande muette. Voilà, elle doit être cadrée. Et tout le monde ne doit pas parler dans l'armée. On va parler des défis sécuritaires maintenant. C'est vrai que nous avons repris Kidal, mais les défis de sécurisation demeurent tout de même. Comment vous êtes organisé, Général Diarra, pour sécuriser le Mali dans son entièreté, sans entrer dans les secrets de défense? Oui, moi je dirais, quand vous voyez l'histoire de l'armée malienne, je vais revenir un peu avec l'histoire de 1960 à aujourd'hui. Quand vous voyez l'histoire de l'armée malienne, on a été toujours pratiquement en guerre, quoi. Les anciens sont là, 1963, 90 déjà, on était déjà jusqu'en 93. En 2006, on était dedans. Et ça a commencé en 2012 et ça pratiquement... Donc pratiquement, quand vous voyez l'histoire de l'armée malienne, on a été toujours dans ça. Et pendant la transition, ce qui fait vraiment la force de la transition, c'est quoi? C'est que la montée en puissance. Comme je l'ai dit, il y a une cohérence entre les niveaux politiques et les niveaux militaires. Donc on se comprend. On comprend, voilà. Et donc, aussi, ce qui fait aussi la force aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de cohésion. Le leitmotiv du commandement militaire aujourd'hui, c'est la cohésion, la solidarité et l'unité entre les forces. Et surtout, une chaîne de commandement qui est unie et unifiée. Là aussi, il est vraiment essentiel de rappeler ça dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes. Et aujourd'hui, les trois axes sur lesquels nous travaillons, comme j'ai l'habitude de dire, il faut la coordination des opérations militaires reste notre priorité. C'est vrai, le deuxième axe, il s'agit de continuer les réformes, les restructurations au niveau des forces armées maliennes. Ça continue au niveau des armées et services. Et le troisième axe, c'est le partenariat. Le partenariat, aujourd'hui, on a beaucoup évolué dans ça du partenariat aujourd'hui. Les partenaires traditionnels qui sont là, on a dit aujourd'hui, quand il y a un partenariat, il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Et un partenariat dans lequel vraiment les forces armées maliennes aient leur intérêt conformément comme ça a été édité par les principes qui gouvernent l'action gouvernementale. Nous sommes aujourd'hui dans ce carcan-là aujourd'hui. Travaillons dans ça. Et je peux dire aujourd'hui, les défis, malgré la montée en puissance des femmes, il y a beaucoup qui a été fait, hein, je l'ai dit, je le répète. Mais le terrorisme, comme j'ai dit, c'est une lutte de longue haleine. On attend de couper des têtes de terroristes, neutraliser les terroristes. Les leaders, on va continuer. On va continuer à détruire des refus terroristes, les bas terroristes. Nous allons les traquer en coordination avec les autres pays de l'AIS jusqu'à ce qu'on finisse avec ce cancer. Malgré tout ça, les efforts qui ont été fournis au niveau des pays de l'AIS, il y a des défis. Le premier défi des forces armées maliennes aujourd'hui, c'est l'immensité du territoire. Comme j'ai dit, les 4 dernières années, l'armée malienne a été grandement équipée. Et en fonction de cet équipement, des recrutements que nous avons fait, nous sommes redéployés sur les territoires.
Mais il faut reconnaître que le territoire est vaste. Le territoire est vaste. Il y a d'autres chantiers que nous avons planifiés déjà jusqu'à une certaine période, qu'il faut des objectifs militaires qu'il faut remplir. En 2023, on a pu remplir certains objectifs militaires qui répondaient à des orientations politiques, les retours de l'administration pratiquement dans toutes les grandes villes, Mais il y a certains espaces, bien que nous nous contrôlons d'une manière ou d'une autre, le contrôle du territoire, le général Poudjougou l'a dit, pour le militaire, pour contrôler le territoire, il faut y mettre pied. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous avons la capacité d'opérer sur n'importe quelle partie du territoire, que ce soit en terrestre ou bien en aérien. Mais aujourd'hui, les défis restent grands, le pays est grand. Il faut qu'on poursuive les efforts de recrutement, les efforts d'équipement et les efforts de formation et d'entraînement de nos hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous venons de très loin. Aujourd'hui, ce que l'armée malienne fait aujourd'hui, ce sont des prouesses. Je le dis, c'est pas pour je le dis en toute humilité. Une armée qui recrute, qui forme, qui s'entraîne, qui fait la guerre en même temps et qui remporte des succès, ce n'est pas donné à... Nous savons que, voilà, le principe sur lequel les armées se construisent. On a le temps de recruter, le temps de se former, mais nous faisons le tout en même temps. Et le troisième défi, ça, c'est les menaces. Avec l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui est changeant. À chaque fois, il y a des événements qui viennent. Aujourd'hui, l'un des défis auxquels nous faisons face aussi, ça, c'est les menaces. Il y a des menaces intérieures, mais il y a des menaces extérieures. Des menaces de déstabilisation qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte ces menaces intérieures, comme j'ai dit, la lutte contre nous. Toute personne qui se met à travers la sécurité et la défense du territoire national, nous allons te combattre jusqu'au sacrifice ultime. Je peux déjà rassurer le peuple malien par rapport à ça. Ça, c'est l'un des défis. Les défis extérieurs. Les défis extérieurs qui sont là, qui sont les campagnes d'intoxication, voilà, de propagande, de déstabilisation. Nous sommes déjà éveillés, nous avons pris conscience de ça et nous allons y faire face. On va faire réagir la société civile à ça avant de donner la parole au général Poudjougou Teghete, en tant que communicateur, en tant que journaliste, écrivain sur l'armée aujourd'hui. Quelles sont vos attentes par rapport à tout cela en termes de sécurisation du territoire? Bon, je dirais dans ce cas précis qu'il importe de maintenir et de renforcer la cadence actuelle. Et si nous évoluons dans ce sens-là, nous serons fondés à croire que l'évolution de notre armée va dans le sens de confirmer ce proverbe africain qui dit, je le cite, « La valeur d'un homme et d'une nation ne se mesure pas à son argent, à son statut et à ses possessions. La valeur d'un homme et d'une nation réside dans sa personnalité, dans sa sagesse, dans son courage, dans sa créativité, dans son indépendance et dans sa maturité. » Voilà ce que je veux dire. Alors, professeur Sidibé, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour plus de sécurisation du territoire malien? Bon, en règle générale, nous, on n'est pas... En termes de défis. Voilà, on n'est pas spécialiste de toutes ces choses-là. On veut l'avis du sociologue. Bon, l'avis du sociologue, je voulais donner mon avis personnel. Ouais. Donc, ce que nous attendons de l'armée, c'est de continuer de faire toujours plus, et plus, et plus, et plus. Parce que, en règle générale, le peuple est exigeant. Si l'armée prend conscience de cela, et que le politique et l'armée sont en phase, hein, ce qui n'était pas le cas les autres années, hein, avec d'autres régimes. Maintenant, c'est en phase. C'est comme une continuité. Qu'on passe de politique à l'armée, de l'armée aux politiques, c'est une continuité. Donc ça, c'est une chance que nous avons. Et c'est cette chance-là qui nous permettra de faire toujours plus pour assurer la sécurité partout où besoin est. Merci. Alors, Général Poudjougou, Oui. à votre avis, en tant que spécialiste de cette question, qu'est-ce qu'il faut en termes de défis? Qu'est-ce qu'il faut pour faire face à tous ces défis dont le général Diarra parlait? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut organiser le peuple malien. Vous savez que la défense opérationnelle du territoire, c'est une organisation où tout le monde intervient, chacun a son rôle.
l'armée a son rôle, l'administration a son rôle, les populations ont leur rôle, jusqu'au niveau des communes. Et si les principes de la défense opérationnelle du territoire sont enseignés et organisés à travers le pays jusqu'au niveau des communes, tout le monde va parler le même langage et les forces armées se reconnaîtront et auront à tous les niveaux quelqu'un qui va tirer sur la sonnette d'alarme et qui sait de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'au niveau administratif, vous savez que le gouverneur, il est le président au niveau de sa région administrative et le conseiller aux affaires administratives, c'est lui qui coordonne tout ce qui est défense et sécurité au niveau de la région, et l'organisation de la défense opérationnelle du territoire en faisant le répertoire de tous les points sensibles et de toutes les zones qui sont des nids criminogènes ou bien des endroits qui sont susceptibles un jour de poser des problèmes, tout sera répertorié et au niveau régional. Vous savez, aujourd'hui, dans le temps, on n'avait que peut-être l'armée au nord, au sud, mais aujourd'hui, les zones de défense sont partout. Chaque région administrative, pratiquement, est devenue une zone. Et ça, c'est l'occasion, avec ce contact, pour organiser la population et former les gens. Vous savez que les informations, c'est les civils qui vivent sur le terrain, les chasseurs, par exemple, qui sont sur le territoire, qui peuvent guider, qui sont les yeux et les oreilles de l'armée. Et si cette défense opérationnelle du territoire est bien organisée, moi je crois que ces défis, on pourra les lever très facilement. Tout à fait. Alors, on va finir sur les perspectives. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, a fait une grande annonce le 20 janvier 2025. Il disait, général Diarra, qu'il y aura désormais une industrie militaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Effectivement, le président l'a annoncé pendant le discours du 20 janvier. Je pense que c'est une déclinaison des trois principes qui gouvernent l'action gouvernementale pour nous militaires. Il s'agit pour cette industrie militaire de garantir une certaine autonomie. C'est une autonomie au niveau des forces armées maliennes. Nous avons, comme j'ai dit, nous avons vécu ça. La dépendance d'une armée à une armée extérieure ou bien là, c'est vraiment difficile. Je pense que ce que j'ai compris, il faut développer l'autonomie au niveau des forces armées maliennes. Deuxièmement, il faut moderniser les forces armées maliennes. Moderniser les forces armées maliennes. Aujourd'hui, on a beaucoup de capacités. Effectivement, quand je vois le programme de modernisation des engins blindés aujourd'hui, ça coûte cher. Comme les anciens le disent, les blindés ne se gâtent pas. Chaque fois qu'on a l'occasion, on peut reconstruire ces engins blindés-là. Et troisièmement, moi je pense qu'il faut voir la mise en œuvre de cette industrie militaire dans le cadre de notre souveraineté. Souveraineté, pourquoi? Parce que la question des munitions, par exemple, comme j'ai dit, même si souvent vous avez l'argent, nous avons l'expérience. Il y a 2 ou 3 ans, même les avions ou bien certaines pièces qu'on achetait, on les commandait de l'extérieur. Et les gens mettaient des blocages pour qu'on ne puisse pas maintenir nos avions ou bien certains avions qu'on achetait même, mettre des blocages. Donc vraiment, si nous voulons assumer notre souveraineté, comme ça a été dit au niveau politique, il faut cette industrie militaire. Et cette industrie militaire qui va s'inspirer de beaucoup de pays. On a vu dans beaucoup de pays, là où l'industrie militaire est vraiment développée et qui fait des prouesses, en dehors même du cadre militaire, et cette industrie militaire qui rentre dans le cadre du développement même de la nation. Donc je pense que ce sont ces éléments qui guident vraiment cette vision du chef de l'État pour mettre en place, à travers le ministère de la Défense, cette industrie militaire que nous saluons beaucoup au niveau des forces armées et de sécurité. Général Poudjougou, c'est bien vu, une industrie militaire? Tout à fait. Vous savez que le Malien a un génie. Déjà, traditionnellement, nos forgerons sont capables de faire beaucoup de choses. Et les gens issus de ces milieux, il suffit tout simplement de les accompagner, de les moderniser, ils peuvent faire beaucoup. Nous avons vu sur le terrain, dans les années 90, il y a certaines pièces, des engins qui n'étaient pas bien. Et au niveau de Markala, il y avait des anciens tourneurs qui étaient capables de fabriquer tout ça. Et même les armes individuelles, au niveau de la garde, par exemple, il y a l'atelier armurerie de la garde, où c'est des forgerons qui fabriquaient ces pièces pour pallier aux différentes armes cassées, détériorées. C'est pour vous dire que
le Mali a un génie et il faut mettre en valeur ce génie en modernisant, en créant cette industrie. Je sais que nous pouvons avoir beaucoup. Professeur Sidibé, ça vous enchante, cette idée d'industrie militaire? Ça m'enchante beaucoup, d'autant plus que moi, je suis de Markala. Okay. Pour ce que le général vient de dire, nos parents ont travaillé sur des engins qui ont servi, les bateaux et tout ça, les coques, les trucs étaient fabriqués à Markala et à Koulikoro, bien sûr. Mais après, on a transformé ça en une petite industrie militaire à Markala. Et je sais qu'ils font beaucoup de choses. Moi-même, j'ai vu des transformations là-bas, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais ça, c'est pas seulement... Mais il n'y a aucun blanc, il n'y a aucun... Tout est des Maliens. Hein? Et des ingénieurs, des tourneurs, hein? Certains qui sont à la retraite, qu'on va chercher, ils viennent, ils donnent les petits secrets. Donc on a déjà la main-d'œuvre. On a déjà la main-d'œuvre. Et comme, je suis Donzo aussi, je sais que nos forgerons fabriquent des armes. Et des armes semi-automatiques. Ça, j'ai vu ça de mes propres yeux. Bon, donc, c'est vous dire que le génie est là. Il suffit que l'industrie soit là pour que vraiment on puisse fabriquer des armes. Parce qu'on a beaucoup d'armes aujourd'hui, Dieu merci. Mais il faut qu'on pense à demain. Pour terminer, l'industrie militaire et l'industrie agricole, vraiment, il n'y a qu'un petit pas. Et ce petit pas-là, je sais qu'on va le franchir allègrement pour que nous ayons aussi une agriculture industrialisée. D'accord, on va prendre l'avis de Tékété sur cette question d'industrie militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que notre souveraineté passe par là. Notre souveraineté passe par là. Et cette attitude dit quelque part que nous devons nous-mêmes à terme nous prendre en charge. Nous ne pouvons pas, pour les besoins que nous avons, continuer toujours à aller chercher la satisfaction de ces besoins-là à l'extérieur. Et si nous faisons en sorte que nous-mêmes nous puissions le produire, je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous cherchons à l'extérieur que nous permettra peut-être nous-mêmes à terme de faire en sorte que nous puissions nous aussi aider d'autres. D'accord, on va faire un dernier tour de table. Je reste avec vous. Comment vous voyez l'armée dans les 20 ans, 30 ans à venir? Au-delà de cela, je dirais d'abord que nous sommes tous des militaires. Et pour la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, tous les Maliens, sans exception, doivent apporter leur contribution à partir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Si je parle de mon domaine en tant que communicateur, je dirais que la défense territoriale, de l'intégrité territoriale et le combat pour la souveraineté nationale ne se mènent pas qu'avec les fusils seulement. Les bics et les micros doivent beaucoup contribuer à cela. C'est à ce prix que nous ferons montre de patriotisme et dans le sens de faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution à l'avènement d'un pays prospère, digne de ce nom, héritier des grands empires qui ont marqué l'histoire, pas seulement de notre sous-région, mais de l'Afrique et du monde entier. D'accord. Alors, professeur Sidibé, pour terminer, quelles sont vos attentes par rapport à l'armée? L'armée, il faut qu'elle devienne plus sociale. Il y a le service social de l'armée qui concerne l'armée, tout ça, mais le contact avec la société. Nous sommes tous femmes, nous pouvons tous apporter notre pierre à l'édification de la souveraineté à travers l'armée et en nous appuyant sur les valeurs développées au sein de l'armée. La discipline. Il faut que le nouveau citoyen malien soit d'abord un citoyen discipliné, à la limite dressé. Donc, à partir de ce moment-là, tout peut aller. Général Podjougou, pour boucler avec vous maintenant, vous avez vu hier, vous êtes aujourd'hui là. Oui. Comment vous voyez l'armée demain? L'armée, c'est une continuité. Ceux qui sont là aujourd'hui, nous en travaillons ensemble. C'est un relais. Les générations passent de relais en relais. Donc, si les gens n'oublient pas d'où nous sommes partis, et s'il y a des bonnes visions planifiées par les chefs, par les autorités politiques, je sais que le chemin est sûr. Et le tournant que les forces armées ont eu à prendre
avec cette transition, nous souhaitons que ce tournant-là, ce virage fait, désormais le cap ne soit pas abandonné, ni par le politique, ni par le militaire. Et que si le politique, le militaire et la population, le peuple, pensent à la même chose, va dans la même direction, il n'y a pas de raison que nous puissions échouer. La victoire, c'est le peuple qui gagne. Si tout le peuple est d'accord avec l'armée, soutient l'armée, il n'y a pas de raison pour que l'armée ne gagne pas. Parce que c'est le peuple qui donne les moyens à son armée. Et c'est le peuple qui s'approprie son outil de défense. Si le peuple s'approprie son outil de défense, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas vaincre tout le monde. En tout cas, et dans le cadre donc, de l'AES, c'est des peuples africains qui étaient unis par l'histoire, la géographie, qui se retrouvent, et on encourage les forces armées à aller dans ce sens, à communiquer aux populations, parce que c'est l'union qui fait la force. Tout à que fait. Dieu les aide à aller de l'avant et que cette lancée puisse aller de l'avant et que nous puissions au bout avoir la victoire tant recherchée. Allahumma amin. Alors, Général Diarra, vous avez ouvert ce débat, vous allez le boucler. Quel est ce message d'assurance que vous avez à l'endroit du peuple du Mali aujourd'hui, au peuple de l'AES aujourd'hui, pour qu'on ait plus confiance encore à notre armée nationale? Aujourd'hui, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Toute menace, toute insécurité contre le peuple malien, les populations maliennes et en coordination avec les armées de l'AES, nous allons les combattre. Les forces armées n'ont pas d'autres agendas. Notre mission, c'est ça, notre raison d'être, comme j'ai dit, c'est de faire la guerre. Et tous ceux qui ouvrent des fronts, nous allons les combattre. Nous allons les combattre conformément aux orientations politiques qui sont données et avec le soutien du peuple malien. Et les succès que nous avons déjà engrangés et qui sont vraiment salués partout, que ce soit au Mali, que ce soit dans les autres pays de l'AES, nous souhaitons que ces efforts continuent. Au niveau du niveau politique, comme j'ai dit, nous sommes aujourd'hui en cohérence avec le niveau politique. Le niveau politique a compris qu'il faut une chaîne de commandement unie et unifiée. Il faut la cohésion, la solidarité et l'unité entre les forces. Et je pense que cette dynamique-là, elle doit continuer. Si elle continue, moi, ma vision par rapport à l'armée de demain, dans les prochaines années, tous ces défis sécuritaires, là, je pense que nous serons en mesure de les surmonter et donner vraiment la sécurité et le sourire au peuple malien et au peuple de l'AES. Mais je voudrais dire encore, il faut que les Maliens comprennent que l'armée, là, nous sommes une émanation du peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas... J'ai parlé de discipline à l'armée. Il faut que le peuple comprenne qu'on ne dit pas tout à l'armée. Le militaire, c'est la discipline qui régit. Il est clairement dit, la discipline fait la base principale de l'armée. Donc, à partir de là, le premier paragraphe de la base de la discipline, nous restons sur ça. Une armée ne peut pas être professionnelle tant qu'il n'y a pas de discipline dedans. Donc, il faut que les gens comprennent que l'armée est une institution. Nous ne sommes pas particuliers, mais nous ne sommes pas en dehors de la société. Mais la particularité de l'armée, voilà, c'est la discipline. Et il faut que ça soit compris par tout le monde. Je pense qu'ils ont compris. Parce que tous les efforts qui sont mis en œuvre aujourd'hui avec le soutien du peuple malien, nous allons engranger d'autres succès. Mieux que ça, moi, je suis plus ou moins convaincu, voilà, que vraiment l'espoir est au bout avec tous les efforts qui sont là déjà. Tout ce que nous faisons là, il faut que les populations sentent l'impact sur leur vie quotidienne. Et je pense que ça passe de tout commentaire. Et il faut travailler aussi au retour de l'administration. L'administration, c'est quoi? Si nous, les forces armées, occupent certaines localités, il faut favoriser, travailler à créer un environnement dans lequel l'administration revient, les services sociaux de base reviennent. Et tout ça, c'est au profit de la population. Vraiment, je vais discuter ce plateau-là avec beaucoup d'espoir et prier à ce que vraiment cette dynamique-là puisse continuer. Merci. Merci à vous, chers invités, d'avoir éclairé nos lanternes. C'est sur ces messages d'espoir et d'assurance que se referme cette émission numéro spécial consacrée à nos forces armées. Nous parlions donc du 64e anniversaire de notre armée nationale, les prouesses, les défis et les perspectives. Et nos invités étaient donc le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, le général de division à la retraite, Gabriel Poudjougou, ancien chef d'état-major général des armées, Daouda Namatekete, journaliste de l'OATEM à la retraite, écrivain,
et professeur Fodé Moussa Sidibé, sociologue, professeur d'enseignement supérieur, chercheur et membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ce débat. Merci à la grosse équipe de production et de réalisation. Soyons avec notre armée nationale unie, nous sommes plus forts. Merci et bonsoir.